Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord Nina, bien sûr, et Guy pour cette proposition qu'ils m'ont faite d'encadrer très rapidement, très légèrement, peut-être aussi cette première table ronde consacrée donc à cette question introduite par Nina autour des documents d'architecture entre archives et collections. Et donc, nous aurons pour cette première partie de la matinée quatre intervenants. David Pesseret, je vais les présenter très rapidement, vous les connaissez, je pense, pour la plupart. David Pesseret, qui est donc responsable depuis maintenant un petit peu plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, du centre d'archives d'architecture, donc de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, alors anciennement Tolbiac, maintenant Boulevard Ney. Ève Roy, qui est docteur en histoire de l'art, alors qui avait rédigé en 2008 sa thèse consacrée à Archigramme, autour d'Archigramme, représentation architecturale utopique et imaginaire en Europe de 1960 à 1975, qui a ensuite beaucoup enseigné, notamment à l'ENSA de Marseille, Lumini, qui a été en charge également notamment d'un programme autour du label Patrimoine XXe siècle pour la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et dont l'une des dernières publications était avec François Chalin, le carnet d'architectes autour d'André Bruyère et la tendresse des murs. Et nous aurons également deux intervenants représentant les archives de Paris. Pardon, Ève Roy a représenté les archives nationales d'outre-mer en tant que responsable du fonds patrimonial. Et nous aurons deux représentants des archives de Paris, Nicolas Courtin, chef du service de la conservation et des technologies numériques, qui est docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'architecture et des arts décoratifs du XVIIe siècle, longtemps aussi chargé de mission au secrétariat général de la commission du Vieux-Paris, alors qu'il avait rédigé sa thèse consacrée. Finalement, ça a donné lieu à une publication sur l'art d'habiter à Paris, l'art d'habiter à Paris, excusez-moi, au XVIIe siècle, publication de 2011. Et Ronan Boutier, qui est responsable des fonds figurés également aux archives de Paris et qui lui aussi est docteur en histoire de l'art, avec une thèse qui a été consacrée aux bains privés dans l'architecture civile de Paris et de l'Île-de-France de 1515 à 1774, donc des règnes de François Ier à Louis XV inclus. Alors, peut-être qu'on peut commencer par David, si tu veux bien. En remerciant l'AHA qui m'invite alors que je n'en suis pas membre, mais, et qui visiblement tient beaucoup à parler d'archives, ce qui me paraît très très bien. Je remercie Nina pour la longue et très riche introduction qu'on va rebrasser beaucoup, et aussi pour avoir montré quelques photos de Gaston Bergeret du centre d'archives qui sont parmi les plus jolies qu'on a. Mieux que celle que je vais montrer moi. Donc, après le long terme dont Nina a parlé, je vais parler plutôt de l'instant actuel où on en est par rapport à la question collection-collecte, pièces-fonds. Le Centre d'archives d'architecture contemporaine, je le définis maintenant vraiment comme une collection de fonds privés, même si Nina a dit que c'était une expression douteuse, collection de fonds. Parce que c'est vraiment une liste. Quand on regarde la liste des fonds, c'est une liste de noms d'architectes ou de noms d'agences. Et il faut arriver à trouver des cohérences dans une liste maintenant très longue finalement de noms de personnes essentiellement. Aujourd'hui, environ 400 ou 450, c'est difficile de savoir le nombre exact. Depuis 1980, la date de la fondation de l'IFA, depuis 1981 ou 82, le début de la collecte, c'est donc une sédimentation successive qui a été seulement progressivement admise, puisqu'au départ, l'Institut français d'architecture était censé collecter des fonds d'archives, les classer, mais pas les conserver. Une sorte d'anomalie qui était basée sur le fait qu'il n'y avait pas de conservateur d'archives à l'Institut français d'architecture.
Un beau jour, on a trouvé la solution, il suffisait d'en mettre un à disposition de l'IFA, mais il a encore fallu peut-être 15 ans entre mon arrivée en 95, ça fait en fait un peu plus de 20 ans, et le moment où on a finalement dit tout haut et écrit dans la convention avec l'administration des archives que l'IFA, qui entre-temps était devenue Cité de l'Architecture, allait être chargée aussi de la conservation définitive des fonds d'archives. C'est ce qui nous a d'ailleurs permis un peu plus tard de commencer à dire dans ce cas-là, il ne faut pas rester rue de Tolbiac. Je vais y revenir. Et depuis 2007, depuis qu'il existe, que la Cité de l'Architecture a ouvert, il y a aussi, enfin la date est approximative, mais il y a aussi ce double système collection de fonds, collection du musée, qui nous donne une nouvelle, j'allais dire une nouvelle logique, mais c'est pas du tout, on peut pas vraiment pas parler de logique, mais enfin, une nouvelle manière de fonctionner à deux vitesses. Je vais y revenir. Alors en 2019, avec l'aide de Pascal Dalpon, il n'est plus là, mais que je veux vraiment remercier parce qu'il était à l'époque au secrétariat général du ministère de la Culture chargé des questions immobilières et il a beaucoup soutenu le projet. Nous avons trouvé un lieu pour déménager et nous avons commencé à occuper cet endroit que vous connaissez pour certains d'entre vous. Vous ne connaissez peut-être pas tous les réserves. Je montre quelques photos des réserves telles qu'elles étaient avant d'être comme aujourd'hui. Donc, quelques cellules, ça c'est une cellule, dans un grand immeuble de logistique, le dernier grand immeuble de logistique existant à Paris, je crois, qu'on a progressivement équipé de rails pour porter des étagères, puis d'étagères mobiles à double hauteur, dont nous sommes très très fiers. Et tout ça, ça permettait une nouvelle façon de nous représenter notre propre collection. Des images du déménagement, et ça, c'est une image de Tolbiac une fois que nous avions enlevé les étagères. Certains d'entre vous peuvent essayer de mettre les étagères là où elles étaient. Donc, ça nous a donné une nouvelle capacité de lecture de la collection, essentiellement parce que nous avons enfin pu réunir deux morceaux qui étaient aussi gros l'un que l'autre, ce qui était rue de Tolbiac et ce qui était à Provins, dans une réserve très éloignée, très mal commode, pas du tout faite pour conserver quoi que ce soit. Et ça nous a donné une nouvelle capacité de poursuite de la collection, puisque ça faisait peut-être 10 ans qu'on n'avait vraiment plus de place, et 3 ans qu'on était hors de nos murs et qu'on ne pouvait plus vraiment collecter. Aujourd'hui, nous avons de nouveau de la place pour collecter. Quand on a fini de réunir toutes les collections qu'on avait éparpillées jusque-là, on a constaté qu'on avait assez peu de place pour collecter et que tout de suite se posait la question de limites qui étaient plus proches que ce qu'on avait espéré et surtout que ce qu'on avait vendu au ministère comme projet. Et donc, on est dans une situation un peu délicate où on essaye d'expliquer au ministère de la Culture qu'il faudrait agrandir le centre d'archives du boulevard Ney. Pour l'instant, c'est un dialogue de sourds. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans nos limites? C'est une question qui va se poser. Et ça permet aussi une autre chose. Je reviens, image plus. C'est la mise en relation visuelle, mais seulement visuelle pour l'instant, de la collection du musée, collection des maquettes du musée et de la collection du centre d'archives. Ça laisse entrevoir que peut-être nous pourrons dialoguer pour monter nos collections ensemble. Dans ce nouvel équipement, quels sont les objectifs et les défis? Alors, les objectifs, la collecte de fonds d'archives, c'est choisir, c'est collecter, c'est conserver et c'est communiquer. La conservation proprement dite, pour moi, ce n'est pas un défi. Ce bâtiment est à peu près stable sur le plan de la température, l'hygrométrie, je ne sais pas, mais je crois. De toute façon, il y a une collection de musées au même endroit, donc s'il y avait des gros soucis, mes collègues du musée seraient plus soucieux que moi.
Donc, je pense qu'il n'y a pas de problème de conservation. Les archives prendront soin d'elles-mêmes dans cet endroit. La communication, c'est plutôt bien géré parce qu'on a une bonne salle de lecture. Donc, c'est vraiment la question, le défi principal, c'est vraiment la question qui est posée aujourd'hui, collecte, qu'est-ce qu'on collecte, comment, et comment est-ce qu'on dialogue avec une collection d'objets et de documents isolés. Alors, nous partons d'une politique d'acquisition, pardon, non, et donc, j'avais... Bon, ça, c'est nos archives aujourd'hui. Ça, c'est les tubes non classés boulevard Ney. Une partie des tubes non classés, il y en a beaucoup plus, mais ils sont conservés de cette manière approximative. Donc, classer, c'est un processus. Collecter et classer, c'est un processus long qui part de quelque chose comme ça, c'est des archives dans une cave que nous n'avons pas encore collectées, ni même décidé de collecter. On aboutit dans un premier temps à ça, c'est les archives d'Henri Gaudin dans son appartement au moment où nous étions sur le point de les faire emporter par un déménageur, et qui un jour doit aboutir à quelque chose de cet ordre-là, des archives entièrement classées avec un super inventaire et qui sont toutes dans des boîtes d'archives de conservation. Et c'est aussi passé de ce qui est à gauche à ce qui est à droite, c'est-à-dire des notes qu'on peut prendre lorsqu'on est chez un architecte et qu'on met en boîte, à des fiches dans une base de données. Ça, c'est une image de notre nouvelle base de données qui nous pose quelques autres questions pour l'instant avec laquelle nous ne sommes pas du tout encore familiarisés. Donc, pour collecter, nous avons une politique d'acquisition que nous avons écrite il y a 5-6 ans, 7 ans, en 2015, qui dit des choses très, très générales parce qu'on avait bien conscience qu'il ne fallait pas qu'elle nous bloque, si générale qu'elle ne nous oriente pas beaucoup non plus. Elle dit qu'il faut croiser la notoriété des architectes et leur pertinence par rapport à une problématique particulière pour les choisir. Donc, elle fait une liste de problématiques particulières qui sont celles de la fin du XXe siècle, début XXIe. Une liste dont je ne vous parle pas ici, mais on a essayé de lister les principales développement durable, je ne sais plus, mais une dizaine de thèmes qui nous paraissaient particulièrement ceux de l'époque. Donc, il faut que les architectes soient pertinents par rapport à l'une de ces problématiques et aient une certaine notoriété. On a aussi noté qu'on pouvait prendre à l'inverse des archives d'architectes qu'on a qualifiées dans la politique d'acquisition de en marge, qui ne s'inscrivaient volontairement dans aucune de ces grandes problématiques et qui, généralement, dans ces cas-là, ont très peu de notoriété, mais que nous pouvons estimer représentatifs d'autres postures par rapport à l'architecture. La politique d'acquisition nous dit très clairement d'aller vers l'époque contemporaine, de prendre les archives des 40 dernières années, en gros, qu'en 2015, on avait très peu dans nos collections, de collecter les archives des architectes femmes, si on peut, quand on en trouve, de nous intéresser à l'architecture d'intérieur qui était listée dans les objectifs depuis l'époque de Maurice Culot, mais dont en fait on n'a pratiquement aucun exemple, et de substituer dans certains cas, là je cite la politique d'acquisition, au concept très théorique de fonds entiers, celui d'ensemble d'archives représentatifs. Et là on ouvre la porte à des sélections à l'intérieur des fonds. Alors, sur ces bases, ou pas sur ces bases, enfin, qu'est-ce qu'on a collecté depuis la fermeture de Tolbiac, c'est-à-dire depuis 4 ans à peu près? C'est une liste de noms, c'est du name-dropping un petit peu, et volontairement du name-dropping parce qu'il y a des grands noms dans cette liste, et que ces grands noms sont là, pas tout à fait par hasard, mais parce qu'on nous a vraiment demandé d'insister, de collecter des grands noms parce qu'il fallait qu'on prouve l'importance de notre collection. Le discours
qui s'est amorcé avec le ministère, c'était très bien d'avoir une interaction plus forte avec le ministère de la Culture depuis qu'on parle de déménagement et d'emménagement. C'est un discours extrêmement simpliste. Il faut des grands noms. Donc, on en a mis, on a les archives, on dit qu'on a les archives de Paul Andreu. En réalité, les archives de Paul Andreu, c'est très peu de choses. D'abord parce qu'une partie de sa carrière s'est faite au sein d'ADP. La plus importante, probablement, partie de sa carrière s'est faite au sein d'ADP, Aéroport de Paris, et que c'est là que se trouvent les archives de ces bâtiments-là. Ensuite, parce qu'il en a jeté énormément. Ensuite, parce qu'il était mort quand on a pris les archives. C'est pour dire les archives, l'intérêt des archives n'est pas nécessairement corrélé à la notoriété de l'architecte. Vous voyez que depuis l'installation du boulevard Ney, on a pris un relativement grand nombre de fonds d'archives. Notre capacité de collecte, en fait, c'est à peu près 5 fonds d'archives par an. Donc, quand on en prend 8, comme là, et encore 3 d'ici la fin de l'année, ça veut clairement dire qu'on est en train d'accumuler des fonds qu'on ne classe pas à leur arrivée ou pas avant de les prendre et qui vont constituer ce que nous avons officiellement appelé avec le ministère de la Culture un passif. Depuis qu'on a défini l'existence d'un passif, on a aussi défini le fait que le ministère nous finance, pour l'instant très peu, mais enfin devrait nous financer, nous donner de l'argent pour faire des classements de ce passif sous forme d'externalisation de classements de fonds d'archives confiés à des sociétés extérieures. Ce schéma ne nous enchante guère, mais enfin, il devrait pouvoir fonctionner pour classer des archives. Et nous nous enorgueillissons au Centre d'archives d'architecture du fait que nous donnons en consultation, y compris des fonds qui ne sont pas vraiment classés, mais Hugo sait à quel prix on consulte ces fonds. Il faut les classer pour les consulter parfois. Donc, nous donnons parfois en consultation des fonds qui ne sont pas vraiment classés. N'empêche que pour vraiment exploiter un fonds d'archives, il faut qu'il soit classé, qu'il soit décrit en base de données, qu'il soit… Et donc, ce passif, c'est à la fois un vrai problème et en même temps, je considère que ce n'est pas un vrai problème parce qu'il vaut mieux avoir des archives que les laisser perdre si on les estime intéressantes. Et le jour où on voudra vraiment y accéder, on trouvera le moyen de les classer. Enfin, du moins, on peut toujours le dire. Donc, ces fonds sont un peu plus contemporains. Plusieurs des architectes qui sont listés ici étaient encore actifs il y a 1, 2, 5 ans. Vous voyez 2 fonds de photographes, c'est arrivé un peu par hasard parce que les fonds d'archives de photographes, notamment photographes d'architecture, devraient plutôt aller à la médiathèque de la photographie et du patrimoine et de la photographie. Enfin, il y a quand même photographie dans le nom depuis peu, mais on le sait depuis longtemps. Et vous voyez tout en bas des compléments reçus, et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Nous avons 400 ou 450 fonds d'architectes, et parmi ces 450, il y en a encore plein qui ont encore des archives et qui continuent occasionnellement à en donner, des architectes ou même des descendants d'architectes qui rouvrent un grenier ou une cave de temps en temps. Et donc, quand on reçoit un fonds d'architecte, ça veut dire aussi qu'on s'expose à devoir recevoir, sans pouvoir prendre le temps de dire oui ou non, des compléments qui parfois sont petits, mais parfois peuvent être très encombrants. Dans cette liste, on constate aussi que ce n'est pas vraiment plus féminin. Il y a les archives de Salma Samardamlouji, qui est une architecte libano-irakienne qui a donné ses archives à l'Académie d'architecture. AA, ça veut dire que c'est fléché vers chez nous par l'Académie d'architecture. Il y a les archives d'un couple, Jean et Ludmila Weiler. Mais qu'est-ce que nous avons comme archives d'architectes femmes? Voici la liste absolument exhaustive que je ne vais pas commenter parce que je ne veux pas passer beaucoup plus de temps, mais extrêmement courte aujourd'hui. Alors, nous avons peu de place, donc
on nous explique qu'on ne va pas nous donner plus de place à court terme, que donc il faut qu'on prenne des fonds plus petits. Donc il faut qu'on sélectionne plus. Donc il faut qu'on réfléchisse à comment sélectionner dans les fonds d'architectes. C'est une réflexion à laquelle, donc la sélection, nous la faisons, et la collecte, nous la faisons, Franck Delorme et moi. Donc, c'est une réflexion que le SIAF, le Service interministériel des archives de France, nous demande instamment de faire avec les autres services d'archives sous forme de webinaire ou de réflexion commune. Et c'est une réflexion à laquelle on aimerait bien vous inviter, mais on n'a pas vraiment trouvé encore ni le temps ni la manière de le faire. Si vous deviez vous servir d'archives moins complètes, qu'est-ce qui, à votre avis, serait moins important? Voilà la question qu'un jour ou l'autre, on vous posera. Parce qu'on va commencer vraiment à essayer de sélectionner. Parfois, c'est impossible parce que les architectes ne s'y prêtent pas, parce que les locaux ne s'y prêtent pas dans lesquels ils ont accumulé leurs archives. Parfois, c'est possible et parfois même c'est nécessaire parce qu'il faut collecter en 3 jours un fonds gigantesque et qu'on voit bien qu'on ne pourra pas tout prendre et donc on se dit, essayons de choisir. Mais on nous demande vraiment d'aller plus dans ce sens-là. 2 défis qui pour l'instant sont juste des défis, les archives numériques qui commencent à nous arriver parmi les architectes qui nous ont donné des archives depuis 3-4 ans. Il y en a plusieurs qui nous ont donné des piles de CD-ROM. Est-ce que des piles de CD-ROM, ça sera vraiment des archives numériques à l'arrivée? On verra un jour. Mais bon, les archives numériques, les archives commencent à être produites de manière numérique et à nous être données de manière numérique. Un autre défi un peu symétrique, il va falloir numériser des fonds un peu plus largement que ce que nous faisons. Je le cite, je ne commente pas. Un domaine oublié, le paysage. Il commence à y avoir une collecte d'archives du paysage à Versailles, mais qui ne va pas très loin et il faudrait que nous intégrions ça un jour ou l'autre, mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, je considère que c'est un domaine oublié de notre collecte. Passer d'une collecte d'opportunité à une collecte de choix raisonnés, c'est l'idée de la politique d'acquisition, de disposer d'une politique d'acquisition. À vrai dire, je ne pense pas qu'on arrivera un jour à une collecte de choix raisonnés, mais je ne pense pas non plus que notre collecte soit uniquement une collecte d'opportunités parce qu'on a quand même des idées, on a quand même nos préférences, Franck Delorme et moi, très clairement, et à partir de cette année, nous recommençons à avoir un comité d'acquisition, un comité scientifique qui réfléchira avec nous aux acquisitions, qui va se réunir le 7 décembre. On a maintenant même une date et qui devrait nous aider à aller un peu vers des choix raisonnés, si possible vers une prospection active. Alors ça se fait on en a toujours parlé, mais on ne l'a jamais vraiment fait. La coexistence, j'ai déjà parlé 20 minutes, donc je vais m'arrêter très vite. La coexistence avec la collection du musée, alors c'est un sujet un peu délicat, un peu difficile. Le musée collecte des objets isolés. On aimerait que ce soit des objets isolés, mais en fait, il collecte des petits ensembles, pour être plus précis. On a fait récemment... Alors, Nina a parlé de la fin d'une autonomie pour les archives. Ça, je ne suis pas inquiet. Je crois qu'on va continuer à rester autonome. Mais elle a parlé de la confusion des genres et je pense qu'on est en plein dedans. Que ce n'est pas très grave, que vous, chercheurs, vous arriverez toujours à vous débrouiller dans les ensembles collectés. Mais récemment, sur les fonds Andreu ou Gaudin, on a vraiment trouvé que le picking de nos collègues du musée était un peu intrusif dans le fond d'archives et que sur certains morceaux du fond d'archives, il faudra vraiment croiser les deux de manière pas très... Et que nous ne sommes pas non plus capables d'expliciter nos démarches avec les collègues du musée de manière transparente.
On n'y arrivera peut-être jamais, je pense que ce n'est pas très très grave, mais c'est un élément important pour les gens qui étudieront la constitution de nos collections. Euh, et qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Alors, le nouveau numéro de colonne qui est sorti hier ou avant-hier, que j'ai oublié d'en apporter un exemplaire, mais vous allez bientôt le recevoir chez vous, je suppose, euh, fait un dossier sur les actualités d'un certain nombre de centres d'archives d'architecture à l'étranger. On leur a demandé d'expliquer quels étaient leurs défis, objectifs du moment. Et pour plusieurs d'entre eux, c'est vraiment comment collecter de manière plus limitée, qui est le défi. Enfin, ils ne l'expriment pas toujours comme un défi, éventuellement comme une nouvelle posture. Ils disent désormais nous collectons des morceaux choisis de fond. Le centre d'archives d'architecture de Suède, par exemple, qui est un vrai centre d'archives d'architecture comme le nôtre, exprime ça comme ça. Et je leur ai demandé, mais vous, vraiment, vous ne prenez plus de fonds d'archives entiers? Et on m'a répondu, si, si, bien sûr, on le fait aussi, mais on ne le dit plus. On essaye de ne plus le dire. Voilà, donc je crois que notre problématique va être beaucoup celle-là, comment ne plus tout collecter, sachant que les archives ne diminuent pas du tout de format et continuent à être très grosses et composées de choses très diverses. Voilà, je crois que j'ai parlé un peu plus que le temps qui m'était imparti, donc merci pour votre patience. Bien, merci beaucoup, David. Alors, ce que je pense que nous ferons, Nina, ce sera plutôt le format finalement d'échange, de discussion une fois que nos 4 intervenants seront passés. Donc, je vais maintenant appeler Ève Roy à la table, mais peut-être en attendant, rebondir sur quelques petits points qui ont été évoqués, sur lesquels on pourra revenir, je l'imagine, à la fois dans les interventions à suivre immédiatement et puis dans la discussion que nous aurons. C'est-à-dire que David a parlé finalement d'un ensemble à la fois d'injonctions et des fois de souhaits, de désirs, d'envie, c'est-à-dire des éléments qui peuvent paraître des fois contradictoires et en même temps complémentaires. Mais on voit comment finalement cette demande qui est faite d'aller par exemple d'un fonds entier vers une archive représentative suivant quel paradigme, quel rôle, quelle vision un petit peu de l'architecture est-ce que l'on peut avoir dans l'histoire? C'est une question. Demande de collecte également sur des grands noms qui illustrent l'importance de la collection. Alors Nina a très bien montré comment depuis déjà les années 80-90, finalement, cette collecte d'archives a peut-être encourager ou en tout cas accompagner une forme de starification. Et Nina, tu parlais tout à l'heure de la question de la vision un petit peu en tranche de l'histoire que les archives nous donnent. Et je rebondis sur un petit peu ce qu'on avait vu, David, dans les années 2010, avec l'entrée, par exemple, du fonds d'Abro Kandjian. Kandjian, qui est un architecte que pas grand monde connaît et qui pourtant était, j'allais dire, l'un des tout premiers constructeurs à Paris dans les années 60-70 en matière de promotion immobilière. Donc ça pose la question aussi, j'allais dire, de la manière dont les centres d'archives aussi fabriquent, bien entendu, la construction de l'histoire de l'architecture future et comment est-ce que peut-être, à force d'avoir cette forme d'injonction à faire du cherry picking, reprendre finalement les beaux projets, reprendre les beaux dessins, reprendre les beaux noms finalement de l'architecture que l'on connaît déjà, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une forme de risque de passer à côté d'une architecture peut-être plus banale, courante, ordinaire? Et c'est la même chose ensuite à l'intérieur d'un fonds. C'était aussi une discussion que j'avais eu l'occasion d'entendre plusieurs fois. Eh bien, quid par exemple de plans techniques, de plans de plomberie, de plans de corps d'état secondaires qui vont aussi être extrêmement intéressants pour le renseignement de l'histoire d'un métier, l'histoire d'une profession, mais qui ne sont pas, entre guillemets, de beaux documents.